Bienvenue au podcast Collection Primordiale, épisode en balade avec Paul. N'hésitez pas, au contraire, ça nous aide beaucoup sur les plateformes de mettre des cœurs, de vous abonner, de mettre des commentaires positifs. Tout ça, ça nous permet vraiment de nous faire connaître. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, petit épisode, j'en ai parlé il y a quelques temps qu'on cherche à renouveler un peu la manière de présenter l'IMP. Et j'ai rédigé une définition de l'IMP, j'aimerais bien avoir votre avis dessus. Donc je vais la lire, je vais peut-être la commenter. C'est la première fois, j'ai pris un petit papier avec moi pour ma promenade. Voilà. Alors, vous savez, je suis parti de l'idée de, comme on dit en pédagogie et tout, il faut savoir pour qui, pourquoi, comment et tout. Donc je suis parti de là. Après, c'est pas évident, ça fait une page entière, une page A4. Évidemment, il nous faudrait une définition, ce serait mieux, qui tient en un seul paragraphe. C'est ça. Alors, là, le but, l'exercice d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire le commentaire approfondi de ce que j'ai écrit et du pourquoi des choses et d'avoir vos retours, si vous le souhaitez. Alors, l'IMP, on commence par ça. Qu'est-ce que ça peut apporter ? Je déteste quand il y a des définitions, dire l'IMP, ça fait ci, ça fait ça, ou de dire telle méthode, ça sert à ci, ça sert à ça. J'aime bien mettre le verbe « qu'est-ce que ça peut ?» Ça veut dire ça peut faire ça, mais c'est pas à 100%. Alors je sais que dans un but publicitaire, il faudrait que je dise voilà ce que ça fait ça équilibre les réflexes, ça crée de l'harmonie chez la personne, ça dynamise, ça permet de développer notre potentiel, tout un tas de choses comme ça, mais je suis pas, peut-être j'ai accès d'honnêteté, pour moi le vocabulaire est important, ça a de l'importance. Donc qu'est-ce que ça peut apporter l'IMP ? Voilà, pour les gens qui le pratiquent, qui le souhaitent. Qu'est-ce que ça peut apporter ? Alors tout de suite, j'ai divisé en deux, au grand public et au professionnel. Ça, c'est important parce que l'IMP, c'est à la fois destiné au grand public et on forme des professionnels. Et donc, il faut que les professionnels sachent qu'est-ce que ça peut leur apporter. Et puis, les gens qui arrivent sur le site de l'IMP, qu'est-ce que ça peut leur apporter à eux ? Parce que l'idée, c'est que tous les professionnels font de l'IMP. Ils en parlent autour d'eux. Des gens entendent parler. C'est quoi l'IMP ? Donc, qu'est-ce que ça peut apporter au grand public ? Séance individuelle, groupe, atelier. 2 points. Amélioration de l'apprentissage, performance, capacité à bouger, mobilité, sport, gestion du stress et de ses émotions. Donc, toute la partie amélioration de l'apprentissage, c'est évident, c'est le truc premier de l'IMP qui considère que la vie est apprentissage et qu'on améliore les mécanismes de l'apprentissage. Évidemment, si ça tenait qu'à moi, je m'arrêterais là. Sauf que comme les gens n'ont pas tous en tête ça, ils pensent aux enfants, lecture, écriture, etc. Et ce serait réducteur. L'IMP, c'est pas que ça. Et pour moi, la définition, c'est l'IMP, c'est une méthode c'est une approche qui va stimuler nos compétences d'apprentissage. Voilà, pour moi, fin de l'histoire, c'est tout. Après, il faut expliquer comment elle s'y prend. Mais pour moi, c'est ça. Donc, je suis obligé de mettre d'autres choses. Performance, bon voilà, c'est l'idée qui pour dire qu'on cherche à améliorer les choses, améliorer les performances. Donc, ça s'adresse aussi, et je le mets, c'est sous-tendu, les musiciens, les sportifs évidemment. Donc, capacité à bouger, ça c'est important. On utilise des mouvements, on aide les gens à être mieux dans leur corps. Donc, je mets mobilité, sport. Alors, gestion du stress et de ses émotions, ça me plaît pas du tout, ça j'aime pas ça. Mais c'est le truc que les gens auxquels s'identifient. Donc, gestion du stress et de ses émotions, pour moi, ça veut rien dire. On ne fait pas de la gestion du stress ni de ses émotions, mais on fait en sorte que les gens se sentent mieux. Donc, pour moi, c'est le côté pas abouti, gestion du stress et ses émotions. Donc, si vous avez un point de vue sur le sujet, je suis preneur. Au professionnel, entre parenthèses, formation, il y a 3 points. 1. Une compréhension renouvelée du développement et fonctionnement humain via l'étude de nos schèmes primordiaux. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. C'est quelque chose que nous disent tout le temps les professionnels qui viennent se former chez nous en disant « Ah, c'est comme si on avait le truc qui nous manquait, la compréhension, la couche de compréhension qui nous manquait. »
Et disent que c'est le trait d'union aussi qu'on a avec les autres professionnels, parce que c'est cette compréhension profonde du développement humain qu'on travaille avec des kinés, des ostéos, des orthophonistes, des podologues, des psychomotes, des ergothérapeutes. On en voit toutes ces professions, c'est ce qu'on voit dans nos stages essentiellement. Et puis aussi les psychologues ou quoi que ce soit, ils se rendent compte qu'il y a un langage commun qui est le développement humain. Et ils se rendent compte qu'avec cette compréhension, on comprend beaucoup mieux les interactions corps-esprit, cognition, ça c'est majeur. Donc c'est pour ça que je mets une compréhension renouvelée du développement et fonctionnement humain. Et puis évidemment, on pourrait dire toute méthode donne une certaine compréhension, mais là c'est écrit via l'étude de nos schèmes primordiaux. Et vous remarquez qu'on ne met pas via l'étude des réflexes archaïques. Parce qu'en IMP, on considère que les réflexes, ce sont des schèmes. Le réflexe, c'est ce qui se passe chez le bébé. Le schème, c'est la structure que j'ai gardée en grandissant. C'est parce que j'ai intégré le réflexe que j'ai développé un schème, un patron, qui est à la fois physique, corporel, qui a une composante émotionnelle et une composante cognitive, évidemment. Deuxième point, une large boîte à outils complémentaire à toute pratique corporelle, rééducative ou psychologique. Donc voilà, il y a plein d'outils, plein de mouvements, plein de trucs. On va détailler un peu plus loin qu'on fait en IMP. Et dernier point, des moyens pour éduquer la personne, faciliter son implication, sa responsabilisation et son autonomie dans le processus d'évolution. Je pense que c'est une des choses les plus importantes que l'IMP peut apporter aux professionnels. C'est tout ce qu'on appelle le paradigme éducatif. Autrefois, on mettait je suis toujours d'accord évidemment avec ça, que l'IMP est une approche éducative, mais les gens ont du mal à saisir, les gens se représentent tout de suite que c'est fait pour les enfants. Et c'est pourquoi ici, au lieu de mettre l'IMP est une approche éducative, et au lieu de dire vous allez développer un paradigme éducatif, je crois que c'est pas trop parlant pour le kiné ou pour les différents professionnels. Si on met des moyens pour éduquer la personne, faciliter son application, sa responsabilisation et son autonomie dans son processus d'évolution, je pense que c'est une demande qu'ont beaucoup de professionnels, c'est qu'ils se disent les gens ne se prennent pas en charge. Ce à quoi je réponds toujours, évidemment, puisque vous les prenez en charge. Donc, ça ne peut pas faire les deux. Soit ils se prennent en charge, soit vous les prenez en charge. Donc en IMP, on développe je crois que c'est une grande force de l'IMP, tout un processus basé sur les sciences cognitives modernes, etc., de responsabilisation de la personne, de prise en charge de la personne, ce que nous on appelle un processus éducatif, où la personne est vraiment impliquée et où on a véritablement environ 90% des gens qui viennent nous voir en séance individuelle qui pratiquent à la maison. Donc ça veut dire qu'on a mis en place, et là c'est la grande force de Ludivine d'avoir développé tout ça, quelque chose qu'on avait qui nous venait de l'éducation kinesthésique, mais d'avoir vraiment développé à fond toute la compréhension, les outils, les ressorts, en se formant, en étudiant avec d'autres professionnels, de comment amener les gens à pratiquer et à être actifs, acteurs de leur changement. Donc voilà pour ce premier paragraphe qui est qu'est-ce que ça peut apporter l'IMP. Ensuite, évidemment, c'est l'IMP, comment. Voilà, l'IMP, c'est le comment, comment on fait. Donc l'IMP, et là je les mets, est une approche éducative impliquant la personne, client, apprenant, patient, athlète. Donc c'était la peine de le faire parce que la personne, les gens se demandent un peu de qui on parle. Et là il y a 4 points. Premier point, donc ça c'est très important. Comment s'y prend l'IMP ? Si vous êtes professionnel de l'IMP, vous utilisez l'IMP, les gens vont dire vous y prenez comment ? Vous faites quoi ? C'est quoi la spécificité de l'IMP ? C'est bien beau ce que vous avez dit dans le premier truc, ça nous aide à bouger, améliorer nos performances, mieux comprendre l'être humain, avoir des nouveaux outils, mais concrètement, c'est quoi ? C'est comment ? Qu'est-ce qu'on y fait ? À quelle sauce on va être mangé ? Donc un vaste panel de mouvements entre guillemets primordiaux, et j'ai mis bercement, rythmique, mobilisation primordiale, entre parenthèses reset, jeu, mouvement d'intégration des réflexes primitifs, brain gym, 3 petits points. Donc j'espère qu'on comprend, c'est un vaste panel de mouvements, voilà, donc on apprend des mouvements. Des remodelages, entre guillemets, basés sur la compréhension des origines du mouvement humain et incluant les sens spéciaux, entre guillemets, tactile, vestibulaire, proprioceptif et kinesthésique. Donc c'était important pour moi de mettre qu'il y a les mouvements d'un côté et les remodelages de l'autre. Et les remodelages, de préciser un peu ce que c'est, et que c'est justement, entre autres, pour intégrer les réflexes. Donc là, on parle de ces fameux réflexes, mais je voulais proposer, j'ai pas mis réflexes, des remodelages basés sur la compréhension des origines du mouvement humain. Et ce que je voulais mettre, c'est que ça inclut les sens spéciaux. C'est très important de dire que
On a des stimulations vestibulaires via les mouvements rythmés par exemple. On a du travail proprioceptif via le travail isométrique et il y a toutes les intégrations tactiles. Donc ça c'est quand même une particularité importante en IMP, le tactile, vestibulaire, proprioceptif et kinesthésique, ces sens qui sont souvent oubliés, sous-sollicités en IMP. Alors, comme les psychomotriciens, on accorde beaucoup d'importance à cela, nous également. Troisième point, des techniques de ventilation, entre parenthèses respiration. Donc c'est des choses que on enseigne un petit peu maintenant, à partir de maintenant, dans le stage qui s'appelle NPA. NPA voulant dire naissance, attachement et paralysie par la peur, réflexe de paralysie par la peur. Donc là-dedans, entre autres, on comprend que c'est soit lié à la naissance, la respiration. On comprend que c'est soit lié aussi à la capacité de co-régulation, toutes les histoires de la théorie polyvagale, et donc la co-régulation liée à l'attachement, et puis tout ce qui est la gestion du stress et les techniques. Parce que le réflexe de peur paralysante bloque la respiration, et donc des techniques respiratoires qu'on fait là. Dans le stage au cœur du mouvement, on va aussi apprendre à libérer par les automassages et par un certain nombre de techniques de rééducation du mouvement. On va apprendre à libérer l'espace ventilatoire. Donc ça c'est le troisième point. Et quatrième point, qu'est-ce qu'on retrouve en IMP? Je viens d'en parler, des automassages à l'aide d'outils, ballon, rouleau pour libérer nos tensions. Donc j'aime bien dire maintenant qu'en IMP on a quatre points pour interagir avec les gens: le mouvement, les remodelages, la respiration et enfin les automassages. Donc ça c'est chouette. Chouette. Spécificité de l'IMP. C'est un nouveau paragraphe. Une compréhension profonde de notre fonctionnement moteur, cognitif et émotionnel via l'étude des patrons, entre parenthèses schèmes, primitifs du développement humain. Là, je précise, motricité non conditionnée du nouveau-né, réflexes archaïques et de vie, posturaux du visage de la naissance. Donc ça c'est important, c'est que l'IMP, elle fait ça parce qu'elle a une compréhension des patrons de cette notion de schème qui est profondément enracinée, liée à la motricité primitive et qu'on va étudier les réflexes archaïques, les réflexes posturaux, les réflexes du visage de la naissance. Dans ce même paragraphe, je dis le tout intégré dans une vision inclusive du schéma corporel, ça c'est très important, incluant un corps pensant et ressentant. Les gens ils vont me dire ouais, schéma corporel, tu penses qu'au corps, non, évidemment. Vraiment, mon image que j'ai répétée encore et encore dans ce podcast et qu'il faut avoir en tête, quand le bébé, tiens, je prends l'exemple fait du 4 pattes. Le bébé fait du 4 pattes. Est-ce que vous pouvez dire le 4 pattes, c'est quelque chose de physique qu'il est en train de faire? Ou est-ce qu'il veut aller explorer son environnement? Donc c'est cognitif. Et à ce moment-là, c'est cognitif et le geste ne fait que suivre la cognition. Ou est-ce que c'est physique et puis du coup, ça m'offre un nouvel espace cognitif parce que je peux me déplacer? Ou est-ce que c'est pour aller, par exemple, chercher à manger ou aller voir ma maman et avoir des câlins ou mon papa? Et qu'à ce moment-là, c'est pour assouvir un besoin émotionnel. On ne peut pas séparer les trois. Le fait de nommer ces trois aspects de nous divise déjà notre être. On est un être humain, indivisible. Chaque chose que je fais, chaque geste que je fais, chaque pensée que je fais est incarné. Chaque geste que je fais est une cognition, est une exploration de mon environnement. Il n'y a pas de séparation dans ces différents aspects. Et souvent, des gens me disent, le corps et l'esprit, c'est les deux faces d'une pièce de monnaie. Non, il y a deux faces d'une pièce de monnaie et on peut regarder une face ou l'autre face. Le corps humain, c'est pas deux faces d'une même pièce de monnaie. Évidemment, nous, les Occidentaux, qui sommes très dans une pensée dualiste, on a beaucoup de mal avec ça. Les Orientaux ont beaucoup plus de facilité avec ça et nous trouvent assez fous, qu'on soit en Inde, qu'on soit dans toute l'Asie, en Chine, au Japon, etc., même dans des tas d'autres pays asiatiques, au Vietnam, etc. Je connais un tout petit peu de choses comme ça, étudie un tout petit peu de pensée asiatique, ou les gens qui ont fait du yoga et qui lisent des choses sur la philosophie du yoga ou la spiritualité du yoga, bref, voilà. Là, eux, ils ont beaucoup plus... ils sont beaucoup plus dans cette vision-là. Nous, évidemment, la pensée qu'on appelle cartésienne, ou la pensée mais qui remonte bien avant Descartes, où on sépare les choses, sans doute peut-être du temps d'Aristote ou que sais-je. Bref, nous, on a cette tendance-là. Donc, je veux vraiment mettre ça à une compréhension profonde de notre fonctionnement via l'étude de patrons, le tout intégré dans une vision inclusive du schéma corporel, incluant, il y a deux fois inclusive et incluant, il faudrait que je change ça,
un corps pensant et ressentant. Voilà, pour moi c'est important. Une des phrases que j'aime dire, sûrement pas moi qui l'ai inventée, j'ai dû la lire quelque part il y a des décennies, parce que ça fait des décennies que je dis ça, c'est on n'apprend pas par cœur, on apprend par corps. Évidemment, le cœur fait partie du corps, mais c'est histoire de comprendre qu'on apprend avec nos yeux, avec nos oreilles, avec notre cerveau, qui fait partie du corps, avec nos mains, avec nos pieds. C'est vraiment une cognition incarnée. L'école devrait être un espace de cognition incarnée, de comprendre comment les choses fonctionnent. Mais la vie est un espace de cognition incarnée. Au bureau, on doit pouvoir bouger. Les dernières études disent non plus qu'il faut faire une pause toutes les heures, mais qu'il faut faire une pause de 5 minutes toutes les 30 minutes. Une pause de marche. C'est un grand... Alors merci à Diego Gilles qui m'a écrit ça, qui m'a envoyé cette étude qui est sortie, qui est recommandation officielle du gouvernement français, etc. Il faut faire une pause, aussi bien pour les enfants que les adultes, de 5 minutes de marche toutes les 30 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte comment il faudrait, ce qui ne se fera jamais bien sûr, comment il faudrait reconfigurer toute notre société, notre environnement de travail, les salles de classe, etc. pour éviter les maladies cardiovasculaires, pour éviter les troubles de la concentration, pour éviter l'obésité, le diabète, etc. Et tout un tas de choses. Alors l'étude ne parle pas que de ça spécifiquement, mais pour éviter tous les problèmes liés à la position assise excessive, on devrait faire 5 minutes, c'est long, de marche toutes les 30 minutes. Voilà ce qui serait optimal. Waouh! Énorme. Donc un corps pensant et ressentant. Et je rajoute dans ce truc spécificité de l'IMP, même si je l'ai dit dans 2 paragraphes avant, une prise en compte des sens classiques, vus, oui, et des sens spéciaux, tactiles, proprioceptifs, vestibulaires, kinesthésiques. Est-ce que c'est redondant avec ce que j'écris là-haut? Je l'avais dit en parlant des remodelages, parce que bon, c'est une spécificité de l'IMP. Bon, je sais pas, peut-être c'est redondant. À qui s'adresse l'IMP? À tous les humains, voilà, j'aime bien dire ça, tous les humains. Pour l'instant, je ne connais pas d'IMP avec les animaux. Peut-être un jour ça existera, j'en sais rien. Mais voilà, ça s'adresse à tous les humains, qu'ils soient tout juste sortis du ventre de leur mère. Bon là c'est un paragraphe qui va être un petit peu plus rigolo comme ça. En cours de développement, dans la force de l'âge, à un âge canonique ou dans leur période dorée. Et ce, qu'ils soient extraordinaires, porteurs de handicap, étiquetés 10 TDAH, HPI, hypersensibles ou juste ordinaires. Voilà, c'est vrai, on travaille avec les bébés, on travaille avec les personnes âgées, on travaille avec les sportifs, on travaille avec les gens qui ont des étiquettes, on travaille avec tout le monde. Évidemment, on pourrait dire, on s'adresse à qui? À tout le monde. Mais voilà, là on précise, les gens ont besoin de se sentir inclus dans la liste. Voilà, alors on est presque arrivé à la fin de cette magnifique présentation de l'IMP, mais il nous reste quand même 3 paragraphes. Alors, l'IMP s'adresse-t-elle aux problèmes des gens? Est-ce une thérapie? Là, vous savez la réponse, c'est non et non. Là, je ne vais pas lire ce qu'il y a écrit, mais je vous dis déjà, l'IMP ne s'adresse pas aux problèmes des gens. Je vais vous dire quelque chose, en IMP, on ne devrait pas... Les choses qu'on ne devrait pas faire en IMP, qu'on demande à nos accompagnants en IMP de ne pas faire. 3 choses, 3 points. 1. Pas de bilan. Ça n'existe pas cette notion de bilan en IMP. C'est contraire à l'esprit de l'IMP. Il n'y a pas de bilan. On bilantise. On ne bilante pas en IMP. Ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur objectif. Et donc on va regarder en fonction de mon objectif, qu'est-ce qui se passe. Mais on ne bilante pas. Donc il n'y a pas de séance spéciale bilan qui aurait un certain prix par rapport... Non, les gens ressortent de leur première séance, ils ont déjà des mouvements à pratiquer. Si vous allez au cours de yoga, dites non, aujourd'hui on va bilanter. Non. L'IMP, c'est intégration motrice primordiale. Si tu n'as pas fait de motricité, si tu n'as pas bougé lors de ta première séance et que tu ne ressors pas avec des trucs, désolé, on n'est pas en train de faire de l'IMP. Donc 1, on ne bilante pas. 2, il n'y a pas d'anamnèse. Désolé, il n'y a pas d'anamnèse, on n'est pas une thérapie. On ne pose pas des questions, comment s'est passé votre grossesse, l'accouchement, comment ça s'est passé à l'école, qu'est-ce que dit le docteur, qu'est-ce que dit le psychomote, est-ce qu'il a un machin de trucs. Je sais que moi, dans mon cabinet, tout le temps, souvent les gens, ils arrivaient pour leurs enfants avec dans une main le carnet de santé et dans l'autre main le carnet de notes de l'enfant. Donc voilà, pour connaître mon enfant, regardez le carnet de santé, regardez son carnet de notes. 1. Interdiction pour moi d'ouvrir un carnet de santé.
Je pense que c'est réservé aux docteurs, et seuls les docteurs, c'est secret médical, etc. D'autant plus que, même si j'avais le droit et que je le regarderais, qu'est-ce que ça m'apporterait de savoir qu'il a eu une angine, qu'il a été vacciné, qu'il faisait tel poids, ça apporterait quoi par rapport à l'IMP? Strictement rien. Non, jamais, en 30 ans de cabinet, j'ai ouvert le moindre carnet de santé de qui que ce soit. C'est hors de question. Les parents le font, ils savent pas qu'est-ce qu'on est. Il y a des gens, ils arrivent, ils disent docteur Landon. Je dis pardon, c'est qui? C'est pas. Non. Des fois, les gens sont un peu perdus. Pourquoi? C'est normal, c'est leur kiné, c'est leur psychomote, c'est leur orthophoniste, c'est même leur médecin qui leur a dit de venir chez moi, qui leur dit allez voir Paul. Normalement, ils disent allez voir Paul. Et bon, des gens se disent, voilà, c'est un docteur, c'est un machin, et des gens, par excès de politesse, disent... Donc tout de suite, je les reprends, je dis, non, pas du tout. Non, on va s'expliquer. Vous savez, première chose. Deuxième chose, le carnet de notes. Non. Je ne suis pas enseignant, je ne suis pas habilité à savoir, en regardant le carnet de notes, où on est l'enfant par rapport à son niveau, par rapport à son âge, c'est pas mon métier. Et même si c'est votre métier, entendons-nous bien, si vous êtes médecin, que vous faites une séance d'IMP, que vous êtes enseignant, vous faites une séance d'IMP, que vous prenez l'un ou l'autre de ces carnets, vous n'êtes plus en train de faire de l'IMP. Vous avez quitté le statut d'accompagnant en IMP. Ce n'est pas compatible avec notre déontologie. Donc regardez le carnet de notes, non, erreur. Et puis ça donne quel message à l'enfant? Je vais évaluer ta vie, je vais t'évaluer toi par rapport à tes notes à l'école. Là, on n'est plus du tout dans le paradigme de l'IMP, quelque chose que je rejette profondément. Donc en IMP, il n'y a pas d'anamnèse, ça c'est très important. Évidemment, vous êtes kiné, vous êtes ostéo, vous allez manipuler les personnes, il faut savoir un certain nombre de choses sur son antécédent, etc. Vous êtes médecin, vous avez besoin de poser un certain nombre de questions pour comprendre le problème de la personne. Sauf qu'en IMP, on ne va pas travailler sur le problème de la personne, on va travailler sur des objectifs. On est comme un coach. Est-ce que le coach fait une anamnèse? Certainement pas. Ce qui va se passer à un moment donné, c'est si la personne ne peut pas faire un certain nombre de mouvements ou d'activités qu'on lui demande, on lui dit dès le départ, s'il y a une activité que je vous propose qui ne vous convient pas, vous me le dites et on la fait surtout pas. Voilà, c'est aussi simple que ça, point, fin du truc. Il n'y a pas d'anamnèse en IMP, premier point. Il n'y a pas de bilan en IMP, deuxième point. Troisième point, ça m'échappe, c'est pas grave, c'est les deux premiers qui étaient les plus importants. Alors, l'IMP s'adresse-t-elle au problème des gens et est-ce une thérapie? Et soyons sérieux, l'IMP à ce jour, c'est 7 stages qui correspondent à 4 jours de formation. Un peu plus maintenant que les gens, ils ont plus que 4 jours de formation avec la version hybride, parce qu'on a donné beaucoup plus en enregistré qu'on pouvait faire avant dans les cours. Mais je ne suis pas très bon. Je ne connais pas bien ma table des 7, mais ma table des 4, je dois pouvoir la connaître. 4 jours x 7, ça fait 28. Il y a 28 jours de formation en tout et pour tout en IMP pour être certifié. Est-ce que vous croyez que ça fait des gens des thérapeutes? Alors évidemment, le piège là-dedans, c'est que 95% des gens qu'on forme sont des thérapeutes eux-mêmes, psychomotes, orthophonistes, ostéopathes, médecins, kinés, etc. Donc évidemment, eux, ils sont thérapeutes. Mais ils sont thérapeutes parce qu'ils avaient déjà ce statut de thérapeute avant. C'est pas l'IMP qui est une thérapie et qui fait d'eux des thérapeutes. C'est parce qu'ils sont thérapeutes qu'ils viennent à l'IMP avoir un complément. Placez l'IMP comme du yoga. J'aime bien, j'ai dit ça toute ma vie, j'ai dit ça avec le brain gym avant. Vous êtes kiné, vous êtes ostéo, vous êtes psychomote. Vous êtes psychomote, vous faites votre métier de psychomote. Vous vous formez au yoga, vous faites du yoga pour vous. Vous découvrez des mouvements qui sont chouettes. Un énorme nombre de psychomotes vont utiliser des mouvements de yoga dans leur pratique. Ou de relaxation parce qu'ils développent la relaxation. Même s'ils apprennent des trucs de relaxation en psychomotricité, voilà, ils vont rajouter ça à leur métier. C'est exactement ce qui se passe avec l'IMP. Les gens se forment en IMP, ils disent « c'est intéressant ces mouvements, c'est intéressant ces pratiques de remodelage, c'est intéressant ces automassages, ces techniques de respiration. Tiens, si je les ajoutais dans mon cabinet ». Alors évidemment, comme l'IMP est très riche, c'est comme le yoga. Des gens, ils font plein de yoga, puis ils deviennent profs de yoga. Et la plupart des profs de yoga que je connais, si pas la totalité, Dieu sait si j'en ai connu dans ma vie des profs de yoga, ils ne sont pas thérapeutes à la base, ils ne se présentent pas comme tels. Ils disent, voilà, je suis prof de yoga. Et ça parle à tout le monde, il n'y a aucun problème. De la même manière, les gens qui font tous les stages d'IMP et qui passent l'équivalent de prof de yoga en IMP, ils sont ce qu'on appelle, pas prof d'IMP, mais accompagnants en IMP. Et voilà quoi. Mais
Les profs de yoga ne sont pas des thérapeutes et les accompagnants en IMP n'en sont pas. Et c'est surtout pas qu'on veut éviter le « ah mais parce que tu veux pas te dire thérapeute, tu veux jouer avec les mots et tout ». Non, justement pas. Parce que c'est voilà, c'est le troisième point est revenu que je voulais dire, c'est on ne demande pas aux gens quel est votre problème. Si en IMP j'arrive et je dis c'est quoi votre problème, alors là c'est foutu, déjà je fais plus de l'IMP, je suis pas dans l'esprit de l'IMP, je suis pas dans la philosophie de l'IMP et je trahis les valeurs de l'IMP. C'est pas qu'on se ferme les yeux, c'est que l'IMP c'est une approche qui cherche à développer le potentiel des gens. Quels sont leurs objectifs, quelle est leur direction, quelles sont leurs valeurs. C'est ça qui nous intéresse. C'est une manière de faire les choses différemment. On est plus proche à ce moment-là du coach, du préparateur physique qui dit bon alors, t'as une compète, tu veux courir un marathon, tu veux te remettre en forme, tu veux atteindre tel et tel objectif que tu t'es fixé, et on va puiser dans tes ressources, voilà ce qu'on va faire. Là, depuis un mois, je me paye les services d'un coach, d'un préparateur physique, d'un champion, un gars qui a fait des études à l'université après avoir été champion du monde en apnée, et il propose des coachings. Donc je veux me remettre en forme, je veux ceci, je veux cela, on fait le point. Qu'est-ce que tu veux développer comme sensation, qu'est-ce que tu veux développer comme compétence. D'habitude, il travaille surtout avec des champions, il a amené plein d'athlètes à des championnats du monde, à des championnats nationaux, etc. Il a eu pas mal de médailles, son équipe. Et là, moi, je dis non, c'est juste une remise en forme, renouer avec mon âme. Voilà ce que je lui ai dit de sportif, en gros. Et donc, il dit, bah voilà, on va mettre un plan. Tu vas faire ça pendant une semaine. Et puis, chaque truc que tu vas faire dans la semaine, tu vas noter sur ce tableur. On est à distance, via Internet. Tu vas noter sur ce tableur comment tu te ressens après chacune de ces séances, quel temps tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps, etc. Et après chaque séance, je lui envoie un vocal et je lui prends des notes et il me fait un retour. Ah ben là c'est normal que tu aies senti ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Là, quand on est débutant comme toi, ceci, cela. Là, t'inquiète pas, ce genre de truc, ok. Ah, ça, t'as eu du mal, voilà comment tu vas pouvoir le surmonter. Ah, là, ça, t'as bien réussi, je m'y attendais pas, il m'a dit ça une fois. Ben, ça tombe bien, on va pouvoir faire des séances orientées vers cette force-là, vers cette compétence-là. Et puis là, t'as du mal, on va contourner le truc en faisant ça. Voilà. Et là, je suis motivé, là, j'ai envie d'y aller. Là, je commence une nouvelle semaine de programme. On est lundi à l'heure où j'enregistre ce podcast. Donc, il m'a envoyé un message vocal hier soir tard, donc je l'ai lu que ce matin. J'ai écouté que ce matin. Il dit, voilà, je t'ai mis un nouveau programme pour ta séance piscine d'aujourd'hui. Il y aura ça et ça et ça pour telle raison. Un message, 3 minutes de message vocal. Il dit, voilà, dans ta boîte mail, tu trouveras ton programme. Tac. Ça, c'est l'esprit de l'IMP. Les gens viennent, qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quel est votre objectif? Comment vous voulez vous sentir? Qu'est-ce que vous voulez développer comme compétence? Que ce soit un enfant à l'école, que ce soit un adulte en situation de travail professionnel, que ce soit une personne âgée, que ce soit une personne en chaise roulante, peu importe. Qu'est-ce que tu veux faire mieux? Qu'est-ce que tu veux développer? Quelles sont tes directions dans la vie? Allez, on y va. On va essayer, on va pratiquer un premier truc. Tu vas me dire ce qui se passe. Sauf que nous, c'est pas toutes les semaines, c'est plutôt 3-4 semaines la distance des séances. Donc qu'est-ce qui se passe? Puis en fonction de ce qui se passe, on va ajuster le programme, on va refaire des observations et paf. Donc c'est ça l'esprit et la philosophie de l'IMP. Ça c'est hyper important. Donc ouais, j'ai pas encore lu ce qu'il y a écrit, j'ai juste... c'est vraiment un sujet qui me parle beaucoup. Donc le troisième point, c'est qu'en IMP, on ne demande pas aux gens quel est votre problème. Même, on ne dit pas, c'est quelque chose que je répète beaucoup dans les stages, quand on accueille les gens, pourquoi vous venez me voir? Ça semble bizarre de dire ça. Qu'est-ce qui vous amène? Parce que là, les gens, ils racontent tous les problèmes de leur vie. Et pourquoi je ne veux pas écouter leurs problèmes? C'est pas que je ne veux pas écouter leurs problèmes, je veux bien être payé et écouter les problèmes des gens, mais c'est pas mon métier, je ne suis pas formé, les gens me parlent de leurs problèmes, qu'est-ce que j'en fais? Aucune idée. Et surtout, j'ai autre chose à lui proposer. Ce que j'ai à lui proposer, c'est les outils spécifiques de l'IMP. Si la personne est pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est facile de laisser faire, les gens vont parler pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Ils me racontent leurs trucs. Derrière, je ne pourrais pas leur proposer des mouvements et je ne vais pas pouvoir utiliser l'IMP en fin de compte. Donc, c'est bien d'avoir une oreille attentive, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que je vais leur proposer après, quelle est la spécificité de l'IMP. Donc, c'est ça qui va compter.
petit chantier en plein champ. Donc non. Alors vous allez me dire, bah, les gens arrivent, comment tu abordes les gens? Mais les gens arrivent, en fait, c'est très difficile. Hein. Là, c'est tout l'art de la séance d'IMP qui s'enseigne justement au fur et à mesure de ces 7 séminaires. C'est extrêmement difficile. Notre approche, c'est comme un coach, c'est qu'est-ce que vous voulez obtenir? Qu'est-ce que vous voulez développer comme compétence? Et de se présenter peut-être en disant, voilà, moi, mon but, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs, d'être plus performant, d'aider votre enfant à améliorer les choses qu'il veut améliorer. Et voilà, quelles compétences, quelles choses vous voudrez. Alors évidemment, les gens disent, j'ai tel problème, j'arrive pas à faire ça et tout. Je dis, ok, vous avez tel problème, vous n'arrivez pas à faire ça, donc qu'est-ce que vous voulez développer? Et encore et encore. Je dis, bah oui, j'ai un problème, j'arrive pas à calculer, mémoriser les tables de multiplication, j'ai un problème de concentration. Je dis, qu'est-ce que vous voulez développer comme compétence? Et on y revient encore et encore, jusqu'à un point que la personne va dire, je mémorise ma table des 7, voilà, exemple de tout à l'heure, 7 x 4. Je passe du temps avec mes enfants, j'ai plaisir à pratiquer une activité sportive. Voilà, qu'est-ce que je veux développer comme compétence? Et ça va être notre travail encore et encore. Et c'est vrai que c'est très difficile parce que les gens, quand je dis les gens, c'est nous sommes un peu éduqués, programmés pour ne voir que nos problèmes et ce qui ne va pas et de dire, bah là, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et je vous assure que si vous abordez les gens, les parents viennent avec leurs enfants, et vous leur dites qu'est-ce qui vous amène, ils sont partis en boucle pendant 3/4 d'heure à parler de tous les problèmes de leur enfant, et on a fait ça, on a fait telle démarche, on a vu ça, il a fait 50 séances d'orthophonie, puis après il a fait ci, puis il a fait ça. Ça va vous apporter quoi? Rien de faire ça, rien du tout. Donc ce qui va être important, c'est, ok, qu'est-ce que vous voulez améliorer? Il y a des choses qui seraient importantes de savoir pour moi, mais ça viendra au cours de la séance, et ça se fera tout seul. Là, il est temps de dire, ok, dans quelle direction on va? Et on commence nos observations, on est parti en IMP. Bon, j'ai toujours pas lu ce paragraphe. Alors, l'IMP s'adresse-t-elle aux problèmes des gens? Est-ce une thérapie? Non et non. Via son panel de mouvements, l'IMP stimule nos compétences et capacités d'adaptation, entre parenthèses développement, et s'adresse aussi bien aux enfants rencontrant des difficultés dans leur scolarité, qu'aux sportifs et aux musiciens cherchant à s'améliorer, ou aux plus âgés voulant stimuler leur mémoire, leur posture, ou toute autre compétence. C'est un paragraphe qui me semble bien long, mais l'idée, c'est stimule nos compétences et capacités d'adaptation. C'est ça l'idée. Hein. Là, il faudrait expliquer que l'IMP est une approche active qui implique la personne, mais là, on va faire beaucoup trop long. Ça va perdre les gens. Alors, d'où vient l'IMP? Entre parenthèses, source. Oui, quand même. Expliquer d'où ça vient. J'ai essayé de mettre un peu d'humour. L'IMP est une synthèse fièrement concoctée par Paul Landon et Ludivine Beaubry en s'appuyant sur leur collaboration avec des experts du monde entier depuis des décennies. Les sources de l'IMP sont très nombreuses et trouvent leurs racines dans les travaux de plusieurs chercheurs. Et là, j'ai tout simplement mis un lien, voir ici pour en savoir plus, où il y a l'historique un peu de l'IMP, les origines et tout. Voilà. Bon, est-ce que c'est un bon paragraphe? Est-ce que c'est intéressant de dire par Paul Landon et Ludivine Beaubry? Je sais pas. Ouais, c'est difficile pour moi. C'est moi-même l'auteur du truc. Je sais que c'est a priori sans intérêt quand les gens... Mais c'est pour ça que c'est l'avant-dernier paragraphe. Oui, c'est ça, l'avant-dernier. Pourquoi? Parce que j'ai vu trop de conférences où les gens disent « Alors voilà, qu'est-ce que je vais prendre? La sophrologie a été créée par Caicedo dans les années machin et tout. » Les gens, ils en ont rien à faire. Les gens en premier disent « Ça sert à quoi? Comment ça marche? Qu'est-ce que ça peut m'apporter ?» Je vais vous donner un exemple que je donne tout le temps en stage. Donc, si vous avez suivi des cours avec moi, il y a de fortes chances pour que vous ayez entendu cet exemple. C'est quelque chose qui m'a... Et que j'ai eu la chance, c'est une expérience que j'ai vécue très jeune. Quand j'étais fraîchement sorti de ma formation d'enseignant en brain gym avec Paul Egel Denison tout début des années 90, en 91 ou 92, j'ai fait ma certification en 91. C'est la première fois qu'a eu lieu le cours de enseignant en brain gym Teacher Practicum.
Donc je l'ai fait, j'étais tout jeune, j'avais 20, 91, je suis né en 68, donc j'avais 20 et quelques, j'étais bien jeune. Ah bah j'étais tout content et quand je suis revenu chez moi, j'ai commencé à en parler à droite, à gauche, j'ai ouvert mon cabinet à proprement parler en 93 et le CFPA, donc les premiers cours que j'ai donnés de Brain Gym ensuite. J'ai commencé à donner des cours dès 93 mais en étant invité dans d'autres structures, entre autres en Belgique. Et puis ensuite j'ai donné les premiers cours à mon compte sous le nom CFPA, Centre de formation de plaisir d'apprendre, que j'ai créé en 1996. Voilà, structure qui existe toujours et avec laquelle on travaille, Ludivine et moi. Et donc, à ce titre-là, raconter une histoire qui est intéressante, évidemment, on cherche à se faire connaître quand on débute. Donc je suis allé rencontrer un certain nombre de gens, des docteurs, des orthophonistes, des gens. On a créé une association, s'est créée sur Caen, donc je suis devenu vice-président dès le départ et j'en ai beaucoup parlé dans des podcasts précédents, le Centre d'information pour de meilleures études scolaires. On était 50 professionnels de tous bords, incluant des psychomotes, des orthophonistes, des ostéopathes, des kinés, des thérapeutes de tous ordres, et puis moi qui faisais du brain gym et tout. Et à l'époque, je ne faisais pas encore les réflexes, c'est venu à la fin des années 90. Donc là, on est dans le début des années 90. Bon voilà, je vais me faire connaître, je rencontre des gens, puis par ailleurs, je pratique un art martial qui s'appelle le Kinomichi, qui a été créé par le dernier élève de Ueshiba, qui est le créateur de l'aïkido. Donc on va dire que, pour faire très simple, même si je vais faire crier les gens qui font du Kinomichi, ça ressemble à de l'aïkido, c'est inspiré de l'aïkido, c'est le Kinomichi de Maître Neuro, que j'ai eu la chance de rencontrer, faire des séminaires et des stages avec lui et tout. C'est quand même pas rien de faire des séminaires avec un dernier élève de Ueshiba, le créateur de l'aïkido. C'est quelque chose, puis c'était un personnage extraordinaire, ce Maître Neuro, Masamichi Neuro, personne extraordinaire, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et j'ai pratiqué beaucoup le Kinomichi, 7 heures par semaine. Je pratiquais plusieurs soirs par semaine, plus le week-end, les stages, etc. Donc j'avais calculé, ça faisait 6-7 heures semaine d'entraînement Kinomichi, quelque chose qui m'a énormément passionné. Et puis, de temps en temps, j'entendais des gens... Non, j'avais une dame qui suivait des cours avec moi de Brain Gym, qui était prof d'éducation physique et sportive, qui me disait « Paul, tu devrais rencontrer machin... c'est un bonhomme, il a une association sur Caen, il fait de l'analyse transactionnelle et de la PNL, il organise plein de conférences et tout, tu devrais le rencontrer. » Il y a 2 leçons dans cette histoire, donc je suis content de vous la raconter. Moi, je dis ouais, cette dame, elle était gentille, mais elle me saoulait un petit peu parce que c'est de ma faute, elle était très gentille, elle m'amenait, comme moi, j'étais pas véhiculé et tout, elle m'amenait régulièrement dans les stages, et puis voilà, il fallait que... Vous savez, j'avais 20 ans, elle était très vieille, elle avait 40 ans, elle me racontait des tas de trucs, j'étais pas très patient, j'ai jamais été. Mais elle était très gentille, elle était très sympa. Mais elle me disait plein de choses, tu devrais lire ci, tu devrais lire ça, etc. Et c'était sympa de sa part, mais bon, au bout d'un moment, tu dis oui. Voilà. Et voilà, oui, je devrais le rencontrer. Et puis un jour, je craque. Mais genre, 1 an après qu'elle m'en ait parlé la première fois, donc j'appelle le bonhomme, et puis c'est drôle, le bonhomme il dit « Ah ouais, écoutez, ça tombe bien que ce samedi, là, je donne une petite formation de PNL, je vous invite, venez me rencontrer, et tout. » Je rigole d'avance parce que, ok, j'y vais, et on arrive, et tout d'un coup, on se connaît depuis longtemps. Le type en question, c'est un gars qui faisait du Kinomichi, et donc on se voyait régulièrement sur le tatami au dojo. Mais évidemment, au dojo, on pratique, on ne sait pas qui sont les gens. Est-ce que c'est des chefs d'entreprise? Est-ce que c'est... Voilà, on ne sait pas. Et je dis ça parce qu'en l'occurrence, c'était son cas. Il avait travaillé beaucoup dans la formation, dans les entreprises, etc., dans les ressources humaines et tout. Puis à la retraite, il avait créé une association. Et il a fait des choses super sur Caen. Il a invité des tas de gens qui avaient écrit des bouquins. Et il y avait des grosses conférences. Les gens, ils louaient, je me rappelle, un amphithéâtre à la fac de Caen. Et il y avait des conférences organisées tous les mois. Et les gens faisaient confiance. Et il y avait toujours 200 personnes dans les conférences, 100-200 personnes dans les conférences. Il avait organisé un super truc. Malheureusement, il est décédé prématurément d'une crise cardiaque. Donc voilà. Mais on meurt toujours prématurément, mais en l'occurrence, là, d'une crise cardiaque. Si c'est très jeune, dans la soixantaine.
Et d'autant plus que j'approche à petits pas de la soixantaine. Donc première chose, c'est on ne soupçonne pas les ressources qu'il y a dans notre entourage, c'est la première leçon. La deuxième leçon, qui est une grande leçon qu'il a laissée dans ma vie, il m'a dit, encore une fois j'étais dans la vingtaine, lui, c'était son métier d'organiser des conférences, des trucs, avec des experts. Il me dit, alors Paul, tu vas me faire à l'époque on disait pas un flyer, hein, donc il me disait, tu vas me faire un petit papier où tu vas faire la pub de ta conférence. Il ne me l'a pas dit comme si c'était un exercice, il m'a dit, c'est logique, fais-moi un papier qui présente la conférence que tu vas donner, parce qu'il m'invite à faire une conférence. Il ne savait pas que je faisais du brain gym, tout comme moi je ne savais pas qu'il faisait ça, qu'on se connaissait que sur le tatami. Donc il me dit, voilà, super, on va faire un truc ensemble, fais-moi un petit papier. Alors moi, évidemment, grand débutant que je suis, j'écris conférence par Paul Landon, écrit en gros comme ça, sur l'éducation kinesthésique, ou le brain gym, tel endroit, telle heure, telle salle, ouais. Quand je lui ai remis ça, il m'a fait, bon, ok. Pour l'instant, Paul Landon, personne ne sait qui c'est. Il dit, peut-être dans 20 ans, tu pourras faire conférence de Paul Landon sans rien mettre d'autre et les gens viendront. Mais pour l'instant, personne ne sait qui c'est. Donc on va pas mettre ça en gros, on va mettre ça en tout petit, tout en bas. Déjà, évidemment, l'ego en prend une claque. Évidemment, tu as 20 ans, tu as peur de rien. Tu dis, allez, je fais une conférence avec Paul Landon, super bien et tout. Et il a raison. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis même pas sûr. Ça fait 30 ans au moins cette histoire que je fais une conférence de Paul Landon. Peut-être des gens viennent, j'en sais rien. Mais rien que sur mon nom. Mais en l'occurrence, là, à l'époque, il avait raison. Donc, petite claque, et c'est normal. Il faut retourner à sa place, surtout quand tu as 20 ans, il faut vite te remettre à ta place. Il dit, éducation kinesthésique brain gym, tu veux parler de ça? Il dit, mais le truc, c'est que personne ne connaît. Soit les gens connaissent et ils n'ont pas besoin de venir, soit les gens ne connaissent pas, et là, ça leur dit rien. Donc il me dit, ça fait quoi l'éducation kinesthésique? Ça apporte quoi? Voilà sa question. Ça sert à quoi? On revient à ma définition de l'IMP, ça sert à quoi? Ça fait quoi? Ça apporte quoi à qui? Et donc là, je lui dis, pour moi, l'éducation kinesthésique, ça développe le plaisir d'apprendre. Elle me dit, voilà, ça c'est le merveilleux titre de la conférence. Donc il a refait le papier, ça écrit « Retrouver le plaisir d'apprendre », en gros, retrouver le plaisir d'apprendre, en gros, à l'aide ou avec l'éducation kinesthésique, en moyen, et en tout petit, conférence de Paul Landon, tel endroit, etc. Ça, c'était une leçon extraordinaire. Toutes les conférences qui disent « Alors, l'éducation kinesthésique a été créée par Paul Denison dans les années 80, suite à ses recherches. » Là, ils sont en train de s'ennuyer dans la salle. On s'en moque, ils ne savent pas qui c'est. Vous voyez des tas de gens sur leur site internet, ils disent « J'ai été formé par machin, parce que eux, ils sont rentrés dans le système de leur méthode, et donc machin, pour eux veut dire beaucoup de choses. Mais les gens n'ont aucune idée de la méthode et de machin. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre dans un endroit quelque part notre CV où ça dit j'ai suivi telle et telle formation, mais les gens machin, en premier lieu, ils s'en moquent. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Qu'est-ce que tu sais faire que moi je ne sais pas faire? Et comment tu peux m'accompagner dans mon cheminement? C'est ça le truc. Donc c'est pourquoi j'ai commencé. Alors est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Dites-moi votre avis. Le premier paragraphe, c'est qu'est-ce que ça peut apporter l'IMP au grand public et aux professionnels? Voilà, l'apprentissage, l'amélioration de l'apprentissage, les performances et tout. Donc voilà cette leçon que j'ai apprise, c'est qu'est-ce qui intéresse les gens? Les gens s'en moquent de intégration motrice primordiale, et j'aime bien dire, les gens s'en moquent des réflexes archaïques. Les gens, tout le monde parle des réflexes, qu'est-ce que ça peut faire les réflexes? Les réflexes, c'est pas un but en soi de travailler les réflexes, on s'en fout des réflexes. C'est que quelqu'un va chez le docteur, il s'en fout de son taux d'hormones TSH ou je sais pas quoi, ou son taux de glycémie. En vrai, on s'en fout. On a vécu 40 ans sans savoir ce que c'était, même que ce taux existait. Ce que je veux, c'est être en bonne santé. C'est pouvoir courir, sauter, grimper, faire les choses que j'aime. C'est ça qui importe, pas mon taux de trucs ou de machin. Les gens s'en foutent des réflexes. Les gens, ils veulent lire, écrire, avoir confiance en eux, développer, faire des choses, atteindre des objectifs, voyager, que sais-je. C'est ça qui compte pour les gens. Et pour nous, c'est ça qui devrait compter. Est-ce que les gens ont plus d'aisance, plus de capacité, sont capables de se développer, d'apprendre, de grandir? C'est ça qui compte. Tout le reste derrière, c'est de l'esbrouf, c'est des mots dont on se moque. Qu'est-ce que les gens en ont à faire de savoir que leur réflexe tonique symétrique du cou
et à 3 sur une échelle qui va de 0 à 4. Qu'est-ce que les gens en ont fait? Je suis à 2. Je suis à 2 sur mon RTAC, je suis à 4 sur mon RTL, je suis à 1 sur mon Moro. Ouais, youpi! Je suis à 0 sur mon spinal de galon. Ça n'a aucun sens, ça ne dit à rien aux gens. Hein, c'est un peu comme on va passer à une analyse sanguine, puis on reçoit le papier. Maintenant, on télécharge le papier, puis on voit tous ces chiffres dont en vrai on ne comprend rien, mais on essaye de décrypter les taux. Alors ils mettent en gras qu'est-ce que c'est censé être là où on est dans le bon taux, mais en vrai, si tu n'es pas médecin, ça ne te dit strictement rien. On essaye parce que on se dit c'est des trucs qui se passent en nous, on veut savoir, on veut comprendre. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin du médecin pour nous dire qu'est-ce qui se passe exactement et qu'est-ce que je dois faire. Mais là, c'est pareil, les réflexes, on s'en moque. Déontologiquement, c'est logique qu'ils nous envoient nos analyses sanguines ou d'urine ou que sais-je, parce que c'est intrinsèque à notre personne et c'est logique. Mais dans la réalité, s'il n'y a pas le médecin derrière qui sait interpréter tout ça, ça n'a strictement aucun sens pour moi. Là, c'est la même chose avec les réflexes. Si je n'ai pas quelqu'un qui sait m'expliquer qu'est-ce qui se passe et quel mouvement je peux faire et tout, ça n'a aucun sens pour les gens. Et c'est pourquoi ça ne devrait pas être mis en valeur. Le médecin, il ne fait pas de la pub dans son cabinet en disant « Regardez, je suis un super lecteur d'analyse sanguine ». C'est pas ça. C'est surtout est-ce qu'il est capable de me guérir qui m'intéresse et de me faire aller mieux. Là, c'est la même chose. Bon, j'ai toujours pas lu ce paragraphe. D'où vient l'IMP? Ça, c'est fini. Voilà les choses que je voulais vous dire par rapport à ça. C'est ces petites leçons de vie pour moi, en tout cas. J'espère que ça vous apporte quelque chose. Dernier paragraphe. Quelle est la philosophie de l'IMP? J'aime bien, parce que quand même, là, les gens se posent des questions. Quelle est la différence? Pourquoi je vais finir faire de l'IMP plutôt que de la sophrologie ou de faire telle chose? J'en sais rien, moi. Donc, les gens veulent pouvoir s'y retrouver. Donc, j'ai pensé que c'était important de mettre ce paragraphe. Et j'ai cité 4 choses. 1. La vie est apprentissage et nous pouvons l'améliorer à tout âge. Il y a un jeu, il n'y a pas un jeu de mots, il y a une phrase qu'il faut interpréter. La vie est apprentissage et on peut l'améliorer à tout âge. On se demande qu'est-ce qu'on peut améliorer à tout âge, la vie ou l'apprentissage? Mon idée que c'était l'apprentissage peut s'améliorer à tout âge, mais des fois on peut entendre la vie peut s'améliorer à tout âge. C'est important pour moi cette idée parce que combien de fois des gens viennent, ils ont 30 balais, sont venus dans mon cabinet, ils disent ouais mais de toute façon à mon âge, ils ont 30 balais, ils disent à mon âge c'est déjà trop tard pour waouh. Non attendez les gars. À mon âge, c'est trop tard pour être plus performant au niveau apprentissage, pour jouer de la musique. À mon âge, c'est trop tard, j'ai trop de douleurs et machin. Ça peut pas aller que dans le... Les gens, ils ont dans l'idée, ça ne peut aller que dans le mauvais sens en vieillissant. Absolument pas. Je réfute complètement cette idée et je leur donne le livre Le mythe du vieillissement. Lisez Le mythe du vieillissement de Thomas Hanna. Excellente maison d'édition, ressource primordiale. Pub. Le corps et l'esprit n'existent pas isolément et toute approche sérieuse se doit inclure le tout. C'est le I de intégration dans IMP. Oui, intégration, c'est intégration quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Corps, esprit, cognition. Ça, c'est très important pour nous. C'est cette notion que les schèmes primordiaux du bébé, ce sont bien des schèmes et pas juste des réflexes. Ce sont des schèmes qui ont une composante réflexe, une composante cognitive, une composante émotionnelle, simultanée et inséparable. J'allais dire insécable. Même chose. Troisième point, le mouvement est la porte de l'apprentissage, c'est entre guillemets, c'est écrit Paul Denison. D'où le motrice, d'où le M de motrice dans IMP. Le mouvement est la porte de l'apprentissage. Donc ça dit l'importance du mouvement. Et j'ai défini que la vie était apprentissage plus tard, donc plus précédemment. Et enfin, dernière phrase, une citation de Jean Piaget. L'enfant explique l'homme autant et souvent plus que l'homme n'explique l'enfant. Jean Piaget. Et c'est pourquoi l'IMP accorde tant d'importance à la compréhension du développement humain, réflexes primordiaux. C'est le P de primordial dans IMP. Bon, je ne sais pas. J'attends vos critiques, vos suggestions. C'est très long, hein, ça fait une page A4 bien serrée. Voilà, c'est pour... Avant ça, on avait 2 définitions en IMP. La première définition que j'ai donnée dans le premier manuel de cours, c'était approche éducative, donc ça a toujours été, d'intégration, et dès le départ, la première citation, des réflexes et mouvements primordiaux. Approche éducative d'intégration des réflexes et mouvements primordiaux. Là, pour moi, c'était déjà, c'est une approche, c'est pas une méthode.
éducative. Donc ça, c'était pour moi majeur, ça doit être dedans. C'est le deuxième mot, voilà, enfin le premier mot qui définit, éducative, d'intégration. Donc évidemment, j'ai appelé ma méthode intégration motrice primordiale des réflexes, parce qu'évidemment c'était très important. J'étais le premier à faire ça, hein. On se rappelle en France que j'ai organisé les premières sessions de formation qui parlaient des réflexes en France. Des réflexes et mouvements. Alors voilà, je ne voulais pas m'arrêter à cette notion de réflexe dès le départ. Il y a les réflexes primordiaux, mais il y a les mouvements. Donc j'ai inventé ce mot, hein, réflexes primordiaux. Personne n'a utilisé ça avant moi. Maintenant tout le monde dit ça, mouvements primordiaux, réflexes primordiaux. Je l'ai inventé dans le sens où j'ai créé intégration motrice primordiale. Pour moi, en fait, ce mouvement de primordial, je l'ai emprunté d'une certaine manière à Michel Audin. Michel Audin parle de période primale. C'est un mot qui n'existe pas pour parler de la période autour de la naissance, période primale. Donc il a développé ce mot. Et moi, c'est quelque chose qui me touchait beaucoup, sauf que nous, on ne travaille pas qu'autour de la période de la naissance, tout au long de notre vie. Et puis, j'aimais pas le mot réflexe archaïque, parce que les gens archaïques, ils entendent c'est un vieux truc, c'est archaïque, c'est plus utile. Et moi, je dis, mais non, justement, c'est pas du tout archaïque, c'est toujours utile. Donc, je voulais pas utiliser ce mot réflexe archaïque. Il y en a qui disent réflexe primitif, et c'est pareil, il y a des gens qui disent ouais, c'est primitif, c'est pas moderne, etc. Donc il y a une connotation négative. Ce que, évidemment, avec ma philosophie ne partage pas du tout ça. Pour moi, quelque chose qui est ancien, ou archaïque, ou primitif, ça a autant de valeur que ce qui est moderne. Là, les tribus dites primitives, pour moi, ont autant de valeur, et même plus, parce qu'ils sont capables de vivre pendant des centaines de milliers d'années en accord, sans détruire leur environnement, ce que nous ne sommes pas capables de faire. Donc je me demande qui est le plus primitif que l'autre, mais voyez l'idée. En revanche, j'ai trouvé que ce mot primordial était un super mot, parce que primordial, quelque chose de primordial, ça veut dire quelque chose d'ancien, c'est primordial, ça veut dire quelque chose de très ancien, et en même temps ça veut dire très important, donc c'est un double sens. Quelque chose de primordial, c'est quelque chose d'ancien, donc d'archaïque, de primitif, mais en même temps qui donne de l'importance. Donc c'est pourquoi j'ai voulu appeler ça intégration motrice primordial, et que j'ai à ce moment-là commencé à parler de réflexes primordiaux pour ne plus dire tout le temps réflexe archaïque, ce qui ne convient pas dans mon vocabulaire, dans ma philosophie des choses et pour le grand public, et de mouvements primordiaux. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là, hein, en 2010. Maintenant tout le monde emploie ces mots, même en dehors de l'IMP. Bon bah tant mieux, hein, c'est le succès. Donc je suis très content. Donc voilà un petit peu ma première définition de l'IMP, c'était approche d'intégration des réflexes, mais je ne voulais pas rester sur cette notion de réflexe seulement. Il y a des tas de mouvements qui ne sont pas des mouvements réflexes et que j'estime primordiaux et importants. Ça fait partie de l'IMP, il y a plein de choses qu'on fait qui sont des mouvements primordiaux. À l'époque, je travaillais, je vous ai dit, avec Christophe Cariot et des tas d'autres approches corporelles où on parlait de l'importance de s'accroupir, de la brachiation, de tout un tas de choses. J'ai dit, ça c'est des mouvements primordiaux, ils sont essentiels. Et pourquoi ils sont primordiaux? Parce qu'ils font partie de notre motricité quand on est dans la nature, quand on vit dans une tribu. On fait beaucoup de quatre pattes, beaucoup d'accroupissements, beaucoup de brachiation, beaucoup de mouvements très importants qu'on appelle aussi en sport. Aujourd'hui, on appelle ça des mouvements fonctionnels. Voilà, c'est des mouvements qui ont un sens. Faire des abdos n'est pas un mouvement fonctionnel, ça n'a aucun sens. En revanche, faire des activités comme du quatre pattes va créer un grand gainage et va activer les abdos, mais dans une activité qui est fonctionnelle. Donc j'ai voulu traduire ce mot de fonctionnel en IMP par mouvements primordiaux. Voilà. Pas dire mouvement fonctionnel, parce que ça parle d'autre chose et à d'autres gens. Donc ça, c'était la première définition. La deuxième définition, c'était plus pour rigoler, mais elle est restée, ça s'appelle l'IMP, c'est simple, SIMPLE. Et S pour système ou synthèse d'intégration motrice primordiale, ludique et éducatif. Ça, c'est quelque chose que je voulais rajouter parce qu'il me manquait le ludique. Et il y a beaucoup de jeux. On s'amuse beaucoup en IMP, que ce soit dans les sciences individuelles ou dans les formations. Donc j'avais mis SIMPLE, système d'intégration motrice primordiale, ludique et éducatif. Donc ça donne une petite idée, mais évidemment, c'est pas une définition véritablement. C'est un système, c'est une synthèse. On fait de l'intégration motrice primordiale. Voilà, on peut comprendre intégration motrice primordiale en soi-même, c'est une définition. Hein. On va intégrer les choses via une motricité primordiale. Donc ça sous-tend des mouvements primordiaux, des schèmes primordiaux, les réflexes primordiaux, voilà.
Puis j'avais rajouté le LE, ludique et éducatif. Le éducatif, j'en ai assez parlé aujourd'hui. Et je voulais rajouter le ludique. Donc peut-être dans ma définition que je vous ai lue, il n'y a pas cette notion de ludique. Je me suis peut-être pris trop au sérieux. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. En tout cas, je suis content de vous partager ça. Ludivine doit encore jeter un œil plus sérieux à cette définition. Elle l'a lu très rapidement en me disant « Ok, c'est pas mal. C'est un bon début. » Je voulais vous partager ça. Voilà, c'était ma petite conversation d'aujourd'hui. Ça vous parle, ça vous parle pas. En tout cas, vos retours seront les bienvenus. Je vous souhaite une excellente journée.